Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver cette nouvelle semaine sur Prime News Télévision. Au cœur du décryptage de l'actualité, on parlera de la charte des partis politiques. La Sénat, Commission électorale nationale autonome, a révélé depuis quelques jours certaines violations de la part des formations politiques. Et puis en deuxième sujet, notre confrère et aîné Michel Aonon est nommé au niveau de la HAC près de la direction des médias, au niveau du service 4 de presse. Pourra-t-il réussir sa mission? On attendra le maçon au pied du mur. Et puis on finira par les violences sur la personne du député sénégalais Guy Marius Sagna, agressé ce week-end. Il a dénoncé des violations dont il connaîtrait l'auteur ou les auteurs. Tout ceci à décrypter avec mon invité en plateau. C'est un confrère habitué de nos plateaux par ici. Il s'agit de Henri Nyambonnet. Cher confrère, bonjour. Bonjour Stanislas, bonjour donc à tous les internautes qui nous suivent et on leur souhaite déjà une très belle semaine en compagnie des programmes de Prime News TV. Merci beaucoup. Justement, vous êtes journaliste, rédacteur en chef de Radio Tado FM, émettant depuis la commune d'Abomey-Calavi au Bénin, bien évidemment. Alors, on commence par le tout premier sujet. La Commission électorale nationale autonome Sénat a présenté le bilan de son suivi des partis politiques pour 2023 lors d'une réunion le 20 septembre dernier. Il en ressort que 8 des 13 partis politiques recensés disposent d'un siège national, tandis que 5 ne remplissent pas cette existence légale. Commençons déjà par là. Comment comprendre aujourd'hui, Henri Nyambonnet, que des partis politiques ne disposent même pas d'un siège national? Il faut d'abord rappeler donc à nos amis qui nous suivent que au niveau donc de la charte des partis politiques, il est renseigné au niveau du chapitre 2, je crois que les partis politiques doivent, outre leur statut et règlement intérieur, doivent disposer de sièges national et dans chaque département avoir donc de sièges pour donc le fonctionnement. Et à part ça, ils doivent également participer donc aux élections donc organisées dans leur pays, et puisque nous parlons du Bénin. Et oui, le rapport donc indique que, comme vous l'avez rappelé, sur sur les 13 partis politiques, il y a 8 qui se sont conformés à cette exigence de la charte des partis politiques. Oui, ça sort de l'ordinaire. On n'arrive pas à comprendre que des partis politiques qui se sont régulièrement constitués n'arrivent pas à avoir un siège. Ça sort de l'ordinaire. On se demande, est-ce que c'est des partis sérieux? Quelle est la sincérité, la crédibilité qu'on peut accorder donc à ces partis politiques-là? Et donc, ce rapport vient mettre à nu toutes les insuffisances qu'on observe au sein des partis politiques aujourd'hui. Et les 8 qui ont ces sièges-là, oui, il y a d'autres qui ne disposent pas d'un siège de nom, mais qui ne disposent pas donc de personnel pour le fonctionnement. Il y a d'autres qui ne disposent même pas de mobilier pour donc recevoir les militants. Donc c'est dit que nos partis politiques aujourd'hui, on continue toujours d'évoluer, on pense toujours à évoluer comme avant la charte des partis politiques depuis 2018, je crois, qui comme on a l'habitude de voir ça avant que les partis politiques ont leur siège dans leur poche, dans les sacs des présidents des partis. Voilà. Donc aujourd'hui, on pense qu'on peut continuer comme ça. Comment comprendre justement que des partis politiques qui se réclament étant du peuple, étant l'émanation du peuple, n'arrivent pas à disposer de sièges? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché, c'est que c'est pas d'abord de la volonté de ce président-là qui a eu l'initiative de créer le parti politique. Est-ce que vraiment c'est un parti politique qu'il veut créé aujourd'hui, qui a un grand ancrage? Oui, est-ce que c'est pas seulement pour avoir un nom qu'on crée ce parti politique-là? Si vraiment c'est un parti politique dont, comme vous le dites, qui est l'émanation du peuple, vous n'allez pas remarquer qu'on manquerait pas de mobilier. Au contraire, tout serait mis en œuvre pour que le siège de ce parti politique-là reçoive les militants. Mais le cas aujourd'hui est patent et est désolant qu'on n'arrive pas à trouver même mobilier au sein
bon, je dirais, de certains sièges de partis politiques. Il y en a aussi qui, dans la foulée, ne disposent même pas de sièges départementaux. Il y en a qui ont des sièges, un siège national, mais qui, au niveau des départements, ne disposent même pas de sièges aussi. Oui. Des partis qui n'ont leur ancrage qu'à Cotonou ou à Calavi. Justement, oui. Et c'est l'achat des partis politiques dit que c'est, bien évidemment, ce sont les préfets qui constatent que ces formations politiques-là n'ont pas de siège dans leur département. Donc déjà, le préfet sort une note un arrêté, oui, pour demander à ces partis politiques-là de se conformer à l'achat des partis politiques. Mais aujourd'hui, bon, après, je crois qu'il y a eu, je sais pas si c'est pas le département de la littoral, mais l'Atlantique, il y avait un préfet qui avait sorti donc un arrêté comme ça pour demander aux partis politiques donc d'avoir, d'indiquer clairement le siège. Mais ça a fait toller en ce moment-là parce que les gens estiment que, oui, déjà, c'est difficile d'avoir un parti politique. Maintenant, on leur exige d'avoir le siège. Mais ceux qui, je dirais, bénéficient des financements publics devront déjà faire le travail en sorte que on ne remarque pas qu'il y ait des insuffisances à leur niveau. Donc, c'est difficile aujourd'hui pour ces partis politiques. Je crois que le rapport qui a été rendu public permet aux uns aux autres, aujourd'hui au peuple béninois, de savoir que quand on prend tel parti politique et tel parti politique, il ne respecte pas la réglementation en vigueur. Donc on ne peut pas lui accorder une crédibilité. Voilà. Sur la question des financements justement accordés à ces différentes formations politiques, on sait quand même que ce n'est pas des moindres, hein. Il y a des partis qui se taillent la part du lion avec des centaines de millions de francs CFA. Il y en a même qui tutoient le milliard en termes de financement. Donc, c'est dit que l'État central, justement, a fait son travail. Joue sa partition. Pour mettre à disposition le financement. On peut se demander où est passé ce financement pour que certains partis politiques ne disposent pas d'assez de sièges. Voilà, c'est la mauvaise gestion, ou je dirais, mais comment dire, la mauvaise foi de certains responsables, des dirigeants de certains partis politiques qui ne se mettent pas en règle. C'est tout. On ne peut pas comprendre que vous avez décidé de créer un parti politique, vous dites vous êtes président d'un parti politique et tout le reste, et que vous n'arrivez même pas à trouver un petit siège pour votre parti politique. C'est ridicule. C'est ridicule. Et donc, je crois que au-delà de ce rapport qui est rendu public et qui montre désormais l'image et le visage de certains partis politiques, il faut que les sanctions qui doivent accompagner, il faut que les sanctions soient prises. Doit-on leur retirer le financement? Non, je prends par exemple, au niveau de la charte, il est dit quelque part où que quand vous ne participez pas à des élections comme ça, on doit... il y a une sanction quand même. Quand vous ne participez pas 2-3 fois à l'élection, le parti ne doit plus exister. Si tant est que on constate que des partis politiques qui n'ont pas participé à 2-3 fois aux élections, ben, la sanction qui suit, c'est que cette formation politique n'est plus reconnue. Et donc, que la Sénat prononce ces dissolutions-là, et pour montrer aux gens que oui, on a une loi désormais qui régit le paysage politique et qu'on doit suivre cette loi-là, cette charte des partis politiques-là. Il y en a aussi au nombre desquels il y a l'inexistence d'activités politiques, de formation politique à la base aussi. Vous voulez tout dévoiler. Oui, mais vous savez, nous faisons notre travail ici. Vous voulez tout dévoiler. Oui, on sait que aujourd'hui, on connaît les formations politiques qui existent, qui ont une existence légale, qui ont quand même le financement de l'État central. Mais il y en a très peu qui organisent des formations pour leurs militants à la base, qui sont présents sur le terrain. Il y a même renseigné au niveau de la charte des partis politiques que le parti doit avoir une école pour ses militants, donc la formation de l'école du parti. Mais combien sont-ils, ces partis politiques-là, à disposer, à mettre en exécution? Vraiment, c'est difficile de comprendre que les gens qui sont règlement constitué et qui ont indiqué qu'ils sont présidents, le parti politique n'arrive pas à donner le minimum pour que les partis politiques fonctionnent. À part, si on prend même le paysage aujourd'hui, on connaît, je prends quand même les 8 là, je dis il y a quelque chose, est-ce que véritablement les 8 là, bon, peut-être le minimum, hein. Sinon, aujourd'hui, on sait que à part LD, FCBE, et UPR et BR, quels sont les partis politiques qui font d'activités politiques qu'on connaît? Les autres, c'est, oui, chercher donc à remplir peut-être une salle de fête pour dire qu'on a
fait Assemblée Générale, eh bien, comment les gens sont Mouel Bénin, par exemple. Mouel Bénin, d'accord, oui, j'allais oublier. Mouel Bénin, oui, il travaille également. Bon, la Renaissance nationale. La Renaissance, oui. Ex-UDBN. Ex-UDBN, d'accord, oui. Donc ça fait 6, mais les deux autres sont où? Bon, voilà. Et entre-temps, quand la Sénat a fait sortir le rapport, il y a une formation politique qui a dit donc, elle dispose du siège. Mais comment le siège est où? C'est pas une aiguille dans une boîte de foin. Donc, déjà qu'aujourd'hui, on remarque qu'il y a ces partis politiques-là qui fonctionnent véritablement en faisant des activités, en organisant leurs militants, en tenant en compte des aspirations oui, je dirais, du peuple, en tenant en compte, bien évidemment, en s'appuyant sur la volonté de leurs militants, et on leur remarque sur le terrain. Mais les autres, c'est de non. Point d'interrogation. Ouais. En attendant d'avoir des réponses à ces différentes interrogations, prenons la direction de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, où nous avons appris justement la nomination de notre confrère Michel Aonon, qui est désormais chef du service cadre de presse par intérim auprès de la direction des médias de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. La décision portant sa nomination a été signée le 27 septembre 2024 par le président Édouard Loko. Votre premier regard sur cette nomination? Donc, d'abord, quand on parle landéno médiatique au Bénin, Michel Aonon, c'est pas un nom inconnu, c'est pas un homme inconnu au bataillon, c'est un directeur de publication, c'est un journaliste qui a travaillé à avoir un nom. Et donc, forcément, est-ce qu'on va demander, est-ce qu'il mérite cette place-là? Oui, il mérite cette nomination. Maintenant, la mission qui lui est assignée, est-ce qu'il pourra véritablement arriver à faire accomplir cette mission-là? Oui, puisqu'il a un cahier de charge qui est défini, et donc on sait ce qu'il lui revient comme mission. On sait désormais que l'établissement et le renouvellement de la carte de presse est désormais depuis l'autre mandature Moretti dynamique. Donc il va continuer dans cette dynamique-là pour permettre aux autres confrères, aux autres journalistes qui n'ont pas la carte de presse et qui en font les demandes d'avoir cette pièce-là qui est une pièce importante. Maintenant, on a vu dans le passé, avant sa nomination, bien sûr, un Michel Aonon combattu bec et ongle le système en place pour que les bénéfices, je dis, est-ce que les avantages liés à la carte de presse soient reconnus? Mais aujourd'hui, est-ce qu'il aura la Cour de France pour continuer ce combat-là? Je ne pense pas que non. Oui, je ne pense pas. Parce que il est dans un champ aujourd'hui où il ne peut plus mener ce combat-là. Vous êtes pessimiste? Écoutez, on vous sent pessimiste. Si vous fouillez bien, vous allez voir que la session cas de presse, cas de presse, sa mission est bien définie, regroupée, à travailler à ce que les gens, les dossiers, et à travailler à ce que l'établissement de la carte de presse soit facile pour les. Donc, c'est un combat, sa mission, son champ d'application, son champ de mission est bien défini. Mais avant de continuer, si vous permettez, est-ce que quelque part, on ne le met pas dans son marigot? Vous l'avez dit tantôt, il était au charbon, on l'a vu même avant les élections. Il a parcouru pratiquement les 77 communes du Bénin pour vanter les mérites de la carte de presse, pour en tout cas mener la lutte comme il pouvait avec les moyens qu'il avait à sa disposition. Je me suis demandé même à un moment donné d'où il sortait ces moyens-là pour parcourir tout le Bénin, pour défendre la cause des médias. Et donc il a toujours défendu la carte de presse, le processus, pour que les détenteurs jouissent quand même de ces avantages. Maintenant, qu'on le met à ce poste précis, chef du service carte de presse, est-ce que quelque part il ne va pas se sentir beaucoup plus à l'aise? Je suis tenté même de dire qu'on on veut lui fermer la bouche. Ah bon? Je suis tenté de le dire. Parce que qui veut lui fermer la bouche? Le combat qu'il menait sur les avantages liés à la carte de presse, ce combat-là est totalement différent. Vous voyez, quand on prend Michel Aonon, nommé aujourd'hui,
il va travailler à l'établissement, à la dynamisation de cette pièce-là. D'accord. Mais est-ce que il a un champ libre? Est-ce qu'il aura la coudée franche? Je le répète pour... Vous pensez qu'il a les mains liées? Là, bon, j'attends que... Sincèrement... Parce que s'il n'a pas les coudées franches, c'est que quelque part... je pense que c'est pour, libre. je pense que c'est pour lui fermer la bouche qu'il a été, on l'a nommé à ce poste-là. En tout cas, on lui posera la question, on va l'inviter pour échanger avec lui, pour qu'il nous dise un peu même s'il ne vient pas sur le plateau hors antenne, hors micro, oui, il peut vous dire ce qu'il peut-être que oui. Le combat qu'il menait, il n'était pas seul à mener ce combat-là. Il pourra donc quitter la tête du groupe qui menait ce combat-là et déléguer donc ses pouvoirs à quelqu'un d'autre. Mais lui-même, là, en tant que Michel Aonon, je ne pense pas qu'il pourra continuer ce combat-là. Oui, mais Henri Yambonnet, pourquoi tant de pessimisme quand on constate quand même qu'aujourd'hui, la RAC, l'institution en elle-même de régulation des médias, dirigée par notre aîné, un doyen que nous respectons tous, M. Édouard Locot, il est là. Les professionnels retournent quand même à la profession, à la coordination des choses. Michel Aonon, qu'on connaît bien, qui a toujours défendu les avantages de la carte de presse, qui est aujourd'hui nommé à un poste stratégique, qui ne va s'occuper que de ça. Quand on en arrive à être pessimiste sur les bords déjà comme ça, est-ce que quelque part ça ne pose pas problème? Nous voulons tout le temps que les confrères soient à ces postes de responsabilité. Ils y sont. Est-ce qu'il ne faudrait pas les laisser à l'œuvre? Oui, alors il y a deux fers. Ouais. Les confrères, les journalistes, que ceux qui exercent le métier soient à des postes de responsabilité dans ces institutions-là pour que le travail soit bien fait. Oui, je suis d'accord. Sur ce niveau-là, je le concède et je suis d'accord. J'applaudis même des pieds et des mains pour que des gens qui s'y connaissent soient à la tête de ces institutions-là. Mais quelque part, c'est aussi un danger. C'est aussi un danger. À quel niveau? Oui, je donne juste un exemple. Oui. Vous savez que Édouard Locot, qui est à la tête de l'institution, vous savez qu'il va mener le combat pour que l'image de la presse soit restaurée. Ça, tout le monde est d'accord. Mais même ramener l'église au centre du village. Mais là aussi, il faut chercher donc à savoir comment l'église s'est retrouvée hors du village. Hors du village. Est-ce qu'entre-temps, on n'a pas donc oublié l'église pour que les gens, les étrangers amènent l'église hors du village. Maintenant, pour ramener l'église au milieu du village, il faut que on montre aux villageois que oui, l'église donc a une valeur. Il faut donc on dit il faut considérer l'église autant que les autres je dirais structures du village. Il faut accorder la même valeur à l'église comme les autres couvents du village. Donc il faut déjà travailler à l'image, à restaurer l'image de l'église pour que les villageois l'acceptent désormais. D'accord? Maintenant, l'autre chose, c'est que la crainte les unes des autres, c'est que il y a certaines choses sur lesquelles le président, dès qu'il est journaliste, ne peut pas fermer les yeux. Et donc, pour lui, c'est un point sur lequel les gens pourraient avoir de crainte. Dès que il y a quelque chose, un petit bémol, lui, en tant que professeur, dira que, mais écoutez, ça ne doit pas se passer comme ça. Il faut qu'on passe à la vitesse supérieure. Par contre, si c'est un autre qui n'est pas de la profession, il pourra dire, écoutez, fermons les yeux, cherchons à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on en soit là. Là où il y a la crainte. Mais on espère que ceux qui sont à la tête aujourd'hui de nos structures, de nos fêtières, de nos associations, qui travaillent, bien évidemment, pour réduire donc l'image de la presse. Donc pour moi, Michel Aonon, d'accord, nommé, d'accord, c'est une bonne promotion pour lui, mais son champ de bataille, ce qu'il faisait comme bataille pour que les avantages liés à la carte de presse soient reconnus par l'État, je ne pense pas que ce combat-là va continuer. J'attends de voir. On attend de voir. Wait and see, comme le disent les Anglais. On sait que Michel Aonon a toujours fait ce combat-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut espérer légitimement, déjà sur les faits, qu'il pourra travailler davantage à ce que les détenteurs de la carte de presse puissent jouir des avantages qui y sont liés, parce que quand vous parcourez la sous-région, vous vous rendez compte du fossé qu'il y a. Nos confrères ivoiriens, maliens, sénégalais ont certains avantages liés à la carte de presse que nous, Béninois, nous n'avons pas. Est-ce que ce n'est pas déjà le
le chantier majeur sur lequel Michel Aonon devra se pencher davantage? Il pourra se faire aider par quelqu'un d'autre. Mais lui, personnellement, ne pourra plus le faire. Il pourra se faire porter par quelqu'un d'autre, mais par un autre groupe de journalistes qui, entre-temps, a compris pourquoi il faisait donc cette lutte-là. Et déjà, il faut montrer que le fait de le nommer à ce niveau-là va faciliter également l'établissement et le renouvellement. Le renouvellement, oui. Le renouvellement, donc va faciliter le processus. Parce que vous savez quoi, il a toujours dit à un moment donné que la carte de presse, quand un journaliste demande la carte de presse, on doit, c'est comme un droit acquis. On doit essayer, donc on doit pas, il ne doit pas avoir de polémique autour. Vous voyez tout ce qui s'est passé avant qu'on ait notre dernière carte de presse là. Donc c'est difficile. Donc à ce niveau-là, oui, lui, il va se consacrer spécialement et religieusement à cette activité-là. Ça va permettre à l'institution qu'est la RAC de ne pas trop tarder avant de délivrer donc les cartes de presse. Ça, c'est un avantage. L'autre avantage, c'est que c'est quelqu'un qui s'y connaît, qui a travaillé pour ça, et donc va également permettre, sera comme un intermédiaire, une interface entre la RAC et les professionnels des médias, qui, aujourd'hui, je connais des gens qui ont déposé, mais qui ne savent pas à quel niveau se situe le dossier, comment ça se passe. Donc, il sera l'interface entre l'institution et les professionnels des médias. Certains ont estimé qu'une fois là-bas, Michel Aonon deviendra muet, il ne parlera plus comme avant. Il ne va pas parler. Il ne rentrera plus dans nos discussions comme avant. C'est fini maintenant. C'est fini. Il a une grosse responsabilité. Et ça, c'est pour lui fermer aussi la bouche. Quand on est nommé, c'est fini, on ne parle plus. Oui, vous allez parler entre amis. Mais prendre la parole publiquement, ce ne sera pas possible avec Michel Aonon, disons. Parce qu'il y a des sujets sur lesquels sa position peut être considérée comme la position officielle. Par exemple, si dans un groupe de WhatsApp et que nous parlons de cas de presse, si c'est pas des demandes, si c'est pas comment le processus, et que nous disons que oui, la RAC ne reconnaît pas nos avantages, oui, et tout le reste, et que lui vient, il met par exemple une petite phrase, c'est qu'on peut transposer ça. On peut interpréter ça de diverses manières. On dit c'est la voix de l'autorité, et donc prendre la parole sera difficile pour lui désormais. D'accord. En tout cas, on souhaite bon vent et bon courage à notre aîné, Michel Aonon, qui est justement nommé depuis le 27 septembre dernier au niveau de la RAC, bien évidemment. Son poste, c'est le chef du service cadre de presse par intérim près la direction des médias de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Bon vent, bon courage, cher aîné, et puis on vous attend au pied du mur, tel un maçon. Alors, on passe maintenant au troisième sujet. Il n'y a que l'honorable, le député sénégalais Guy Marius Sagna a fait une déclaration dans laquelle il a annoncé qu'il a été violemment pris pour cible lors d'une réunion publique organisée par la plateforme d'opposition dynamique pour la majorité du peuple DMP. Sagna, qui était présent dans le cadre de ses fonctions au Parlement de la CEDEAO, a été vertement pris pour cible par les populations alors qu'il prenait la parole. Henri Yambonnet, on connaît ce député pour sa verve, pour ses réactions tonitruantes. On sait que récemment, au niveau du Parlement de la CEDEAO, il y a eu une altercation au niveau du pupitre, pratiquement avec des jets de chaises et tout. Ce n'est pas nouveau, justement. On le voit très bouillant sur les bords. Il est victime d'une agression et il pense que vraiment l'État togolais en est pour quelque chose. Quelle est votre analyse? Bon, d'abord, nous parlons de Guy, comme vous l'avez décrit, un parlementaire qui pense amener la révolution Togo dans l'institution et qui avait décrié, il faut le rappeler, avait décrié la gouvernance de certains chefs d'État africains et qui avait même décrié également la position de la CEDEAO par rapport à certains faits dans les pays africains. Mais sa position, quand nous parlons de Lomé, où c'est un groupe d'opposition, est-ce que sa place était là? C'est la question que nous allons nous poser d'abord. Est-ce que sa place était là? Parce que nous sommes parlementaires de la CEDEAO que oui, nous allons assister à toutes les réunions. Est-ce que sa sécurité était assurée d'abord? Oui, parce que quand vous savez que vous êtes parlementaire, que vous allez quitter notre pays pour notre pays, il faut déjà que votre sécurité soit assurée. Oui, c'est bien de
Je dis que c'est tel l'État condamné, que c'est tel l'État à avoir dans cette attaque-là. Mais il faut déjà se demander, est-ce que Guy, en son temps, a pris toutes les dispositions, a pris les garde-fous pour que sa sécurité soit assurée? Parce que quand on parle de l'opposition au Lomé, on sait ce que ça donne aujourd'hui. Même ceux qui sont des opposants au Lomé savent comment ils vivent. Et donc, toi, tu vas là-bas, donc il fallait pas... oui, peut-être que les badauds, peut-être que l'État togolais n'a pratiquement rien à avoir avec cette affaire. Ben, peut-être que ce sont les badauds qui étaient là. Ils avaient peut-être placé un mot et qui... mais on ne devait pas souhaiter que ces genre de choses se passent dans nos pays. On ne devait pas souhaiter que ces genre d'attaques se produisent dans nos pays. Il faut déjà... chercher à savoir comment est-ce que ces badauds-là se sont pris à lui, quel est sa part également dans cette affaire. Parce que quand je fais, je me rappelle la comparaison avec ses propos lors d'une séance de la CEDEAO où il attaquait carrément ses collègues. Vous voyez, peut-être qu'il est allé là-bas, il a attaqué les gens, alors que le milieu n'est pas sécurisé. Le milieu n'est pas sécurisé, même s'il est en mission. Donc, s'il est en mission, donc, il est, normalement, il doit avoir un détachement pour assurer sa sécurité. C'était lors d'une réunion publique organisée par la plateforme d'opposition dynamique pour la majorité du peuple. Vous avez une plateforme d'opposition dynamique pour la majorité. Pour la majorité. Et donc, c'est une réunion de l'opposition qu'il a invité à... Il dira quoi? Est-ce qu'il ira dire aux opposants, à Singbe, que, écoutez, pour prendre le pouvoir, il faut pas ces voies-là. Mais si c'est ça, il faut que sa position soit définie. Est-ce qu'il est opposant de Lomé? Est-ce que parlementaire qu'il est? Il est parlementaire de la CEDEAO. Oui, parlementaire de la CEDEAO ne lui donne pas ce titre-là d'opposant. Oui, s'il est invité, est-ce qu'il est là-bas pour vous donner un coup bien sur la démocratie? Ben, quelle est sa position? En prenant la parole, c'est tellement qu'il a dit beaucoup de choses. Vous savez, quand on prend une nation, il y a forcément des gens sur des points donnés qui sont d'accord, d'autres qui ne sont pas d'accord, et d'autres qui sont, oui, mitigés, qui sont... Mais dans ce que fait fort aujourd'hui au Lomé, même si, oui, on peut parler de coup d'État institutionnel à tout le champ, et là, on le sait, il y a des gens qui s'y plaisent dedans, qui sont d'accord pour ça. Et donc, il fallait que les dirigeants, d'abord, l'enquête doit commencer au niveau des dirigeants de la plateforme d'opposition pour demander comment est-ce que la réunion est organisée. Est-ce que la sécurité a été... Est-ce qu'il y a un détachement de la sécurité pour assurer la sécurité donc, de ce parlementaire-là? Maintenant, dommage qu'il a reçu des coups. J'espère que... Il a dit, je le cite, hein, ils m'ont frappé comme un ballon de football. Bon, voilà ce que je dis. Bon, on arrive, mais bon, ça fait rire. Toute nos compassions à l'honorable Sénégalais. C'est ce qu'il a déclaré. Oui, donc, le Sénégal aussi a condamné l'acte, mais il fallait prendre des dispositions. Parce que, je sais ce que ils disent que on l'a frappé comme un ballon, c'est-à-dire qu'il était livré à lui, mais il n'y avait pas de sécurité pour l'encadrer. Mais c'était une réunion publique, justement. Oui, mais réunion publique ne dit pas que vous ne voulez pas, on ne va pas prendre des mesures sécuritaires. Non. Là, maintenant, c'est qu'il s'est livré, il se disait que, bon, il se disait, toutes mes excuses, je ne sais pas, mais il se disait peut-être qu'il est parlementaire, et donc, il a toute possibilité de faire ce qu'il veut. Mais est-ce qu'on avait pris des dispositions sécuritaires pour sa sécurité? On verra tout ça. En tout cas, vraiment, ce sont des situations qu'on ne veut pas revoir parce que les violences sur des personnalités, c'est à proscrire. Quel que soit ce qui se passe, qu'elles soient ministres, députés, directeurs généraux de ci ou ça, les violences sur les personnalités sont condamnables et à décourager à tout point de vue. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'actualité en ce début de semaine. Henri Nyambonnet, merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Le plaisir, il est partagé. Merci à toutes les équipes en régie et de réalisation autour de ce programme. À demain.